Alors, en gros, comment on a travaillé très rapidement. euh, quand on a travaillé notamment en lien avec la Convention citoyenne climat. Donc, on les a soutenus dès le départ, hein, dès la mise en place de la Convention citoyenne, comme une manière de faire la loi hyper innovante et qui pouvait peut-être permettre qu'il y ait un momentum autour des enjeux climat en repositionnant une ambition vraiment à la hauteur des enjeux. Du coup, en janvier, quand on a eu les retours sur ce que serait proposé dans la loi climat, on a eu un retour mitigé. En même temps, il y avait des vrais sujets qui étaient, voilà, sur lesquels il y avait du travail, potentiellement des avancées, le score carbone, l'accélération du développement de la consigne, du vrac, euh, la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, il y avait vraiment des sujets sur lesquels ça avançait et où il y avait une ambition qui était posée, même si très souvent, et le plus souvent, elle était moindre par rapport à ce qui avait été euh, posé par la Convention citoyenne. Par contre, en creux, il y avait des axes de déception. Un axe de déception le plus important, c'était sur l'absence d'incitation claire à la transformation écologique de toutes les entreprises, c'est-à-dire potentiellement des secteurs, excusez-moi, sur lesquels ça pouvait évoluer, mais pas une base commune pour encourager cette transformation. La régulation de la publicité vraiment très minorée, alors que pour nous et pour les entrepreneurs à impact, les entrepreneurs très engagés, la lutte contre le greenwashing est quelque chose de très important. Euh, la déception était aussi sur l'attribution des marchés publics, sur lesquels il y avait peu d'incitation et voilà, des propositions qui restaient floues, euh, sur lesquelles il fallait repasser. Et puis après, l'absence de fléchage de l'utilisation des pannes réglementées vers les investissements verts, pas de mesures concrètes pour réduire vraiment le recours aux pesticides et un fléchage des investissements pour financer les transitions qui étaient inexistantes. Donc pour nous, une déception un peu sur finalement les leviers un peu systémiques, l'investissement, la transparence, les marchés publics qui peuvent accélérer la transformation. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a mobilisé, on s'est mobilisé, on a mobilisé autour de nous des réseaux d'entreprises engagés autour d'un plaidoyer commun Entreprises pour le climat, avec notamment le CJD, le collectif Grande École de la Transition, les fédérations d'entreprises d'insertion, Commerce Équitable France, plein d'autres, hein, mais j'ai mis les principaux. On a fait un dossier de presse commun, des propositions communes, une tribune commune qui est sortie lors de la mobilisation citoyenne. Euh, euh, le dimanche 8 avril. Et puis, du coup, on a essayé de positionner dans le débat vis-à-vis des députés le plus largement possible, vis-à-vis de tous les courants politiques et vis-à-vis des médias. On a fait une conf de presse, on a eu des articles et des relais médiatiques du coup autour de ça. Le fait qu'il y avait une ambition sur la transformation de l'économie qui n'était pas exactement au niveau qu'on aurait pu attendre par rapport à la manière même dont avait été posée la loi. Voilà un petit peu l'introduction. Du coup, excusez-moi, je vais passer à l'autre slide. Voilà. Et là, je vais passer la parole à Eva qui a vraiment travaillé avec nous pour porter des amendements précis et faire bouger les lignes dans la phase de débat parlementaire qui est en train de se finir. Eva, si tu m'entends bien, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Caroline. Donc, effectivement, on a derrière donc, toutes ces revendications qu'on a, donc effectivement qu'on réunirait. En fait, notre objectif, c'est vraiment que la responsabilité des entreprises puisse se transcrire en amendement qui permet d'inciter les entreprises à tenir compte de cette responsabilité en leur apportant ce qu'il faut en fait en termes de socle fiscal, financier, d'évaluation pour pouvoir réellement faire leur transition et aussi s'assurer que les entreprises qu'on représente puissent avoir une place majeure
demain dans le développement économique français, donc en se disant que on veut prioriser notamment une partie des financements, des marchés publics, créer des fiscalités avantageuses, etc., pour soutenir ces entreprises qui ont déjà pris des engagements. Donc vraiment, la manière dont on fonctionne, et c'est vraiment la particularité du mouvement Impact France, c'est qu'en fait, en représentant les entreprises de l'ESS, les entreprises solidaires d'utilité sociale, les entreprises écologiques, on défend des amendements qui permettent de les prioriser demain vis-à-vis de la commande publique, vis-à-vis de tous les incidents qu'on pourrait leur apporter. Et en parallèle, on fait en sorte que l'économie classique puisse s'améliorer. Donc en ayant des amendements, voilà, notamment sur l'évaluation, sur l'index, ou des amendements qui peuvent inciter aussi ces entreprises classiques à faire effectivement de la transition sociale et écologique. Donc effectivement, on a eu un groupe parlementaire de la République En Marche qui a porté la grande majorité de nos amendements, notamment l'amendement sur l'index, qui pour nous est l'amendement en fait cœur qui permet de tout débloquer. Parce qu'en fait, si on ne sait pas évaluer réellement l'impact environnemental et social des entreprises, on est incapable de faire de l'éco-conditionnalité des aides, c'est-à-dire de prioriser les entreprises qui sont vertueuses sur les marchés publics, ou de prioriser des investissements, ou même en tant que consommateur, on est incapable de savoir si une entreprise est plus ou moins vertueuse. On se fie finalement derrière après à la publicité qui est faite de cette entreprise. Donc, du coup, l'amendement index était vraiment au cœur et a été vraiment porté par des députés LREM. Donc, c'est bien que donc on a encore des oppositions aujourd'hui très fortes entre le groupe parlementaire et le gouvernement. Il n'y a plus d'alignement. Et donc, ça a été intéressant de le voir dans le cadre de cette loi climat. On a aussi des amendements effectivement autour des publications des bilans de gaz à effet de serre, parce que aujourd'hui, l'obligation, depuis la loi de finances de 2019, l'obligation, non 2020 pardon, c'est que les entreprises de plus de 500 salariés doivent publier leur bilan carbone en scope 1. Donc c'est uniquement limité aux impacts au sein de l'entreprise. Ce qui est très limitant parce que la majorité des impacts des entreprises, 2 tiers des impacts sont en scope 3, donc c'est-à-dire tous les différents impacts que l'entreprise peut avoir, toutes les externalités qu'elle peut avoir. Donc, on a demandé à ce que toutes les entreprises, et notamment celles de moins de 100 salariés, publient un bilan carbone. On a aussi, du coup, demandé à ce que, effectivement, la commande publique soit conditionnée à certains critères, donc notamment sur l'index, notamment sur les bilans de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on a obtenu sur ça, c'est intéressant. Donc, pour information, donc l'index, les bilans de gaz à effet de serre, tout ça, c'est déjà passé à l'Assemblée, ça a été jugé irrecevable. Donc, en fait, pour vous donner des informations, pour décrypter un petit peu ce qui se passe, légalement, un amendement en fait peut être jugé comme irrecevable si il présente un lien, s'il ne présente pas de lien direct ou indirect avec le texte déposé ou transmis. Donc nous on questionne aujourd'hui, pour que vous soyez au courant, on questionne vraiment le caractère irrecevable, même des amendements qu'on a déposés, dans la mesure où dans le chapeau de la loi, il y a écrit que la loi devait proposer un socle pour la transition des entreprises et l'économie circulaire. Donc ça, c'était écrit mot pour mot. Donc bon, il y a vraiment des questions à se poser sur cette question de l'irrecevable. Donc pour revenir à ce qu'on a obtenu, donc sur la commande publique, aujourd'hui, on a obtenu une intégration des critères environnementaux et sociaux à la commande publique. Donc c'est assez bien parce que maintenant, ça sera un critère donc réel en fait sur un marché public que l'entreprise ait un impact social ou environnemental. Par contre, ce qu'on n'a pas obtenu, c'est que ce soit priorisé. Ça veut dire que ce soit prioritaire, notamment à des conditions économiques, donc de prix. Parce qu'on sait qu'il y a il y a quand même un sujet sur le prix. En fait, le prix d'une entreprise écologique est toujours souvent plus élevé, naturellement, parce que les charges sont supérieures de par le fait que la production soit locale, le fait que certaines manières de produire coûtent plus cher, etc., quand elles sont vertueuses, le fait que ce soit des entreprises qui payent plus de taxes, etc. Donc, en fait, on est toujours quand même en train de demander, on demandera ça en deuxième lecture si c'est possible, que ce soit priorisé. Après, le problème qu'on a avec la priorisation, c'est qu'au niveau européen, c'est jugé comme irrecevable parce que ça va à l'encontre du droit à la concurrence, notamment qui, aujourd'hui, où le prix est un argument fondamental. Donc, ça va se jouer après au niveau européen, mais au moins, ce qui est intéressant, et pour vous, en fait, à savoir en tant qu'entrepreneur socio-écologique, c'est que maintenant,
quand vous allez demander un marché public, vraiment ce critère social et écologique sera un des critères. Donc, ce sera intéressant de le valoriser pour pouvoir obtenir des marchés publics. Et là, on essaie de travailler notamment avec différentes mairies et métropoles pour que notamment l'impact score et l'index soient leur manière d'évaluer du coup ce critère-là. Donc, en fait, le plaidoyer ensuite de cette loi climat, il va se mailler au sein à chaque fois des différentes métropoles, et, parce que c'est elles qui ont les marchés publics et qui auront besoin d'être accompagnées. Donc ça, on pourra travailler là-dessus si ça vous intéresse, pour ceux qui répondent à beaucoup de marchés publics, à savoir comment est-ce qu'on valorise cette offre sociale et écologique. Le deuxième partie d'amendement qu'on a obtenu et qui n'est pas neutre, c'est tous nos amendements sur l'anti-greenwashing. Donc, ils ont été déposés aussi par des députés de la majorité. Et ce qu'on a obtenu, donc ce n'est pas l'intégralité de nos amendements, c'est qu'il y ait aujourd'hui maintenant une autorité qui va réguler le greenwashing. Donc, qui est cette autorité? On ne sait pas encore, mais ça voudra dire que demain, quand vous aurez une pub, je ne sais pas, de H&M qui dit c'est 100% bio ou écolo ou machin, et ben en fait, si cette pub ne reflète pas la réalité vraiment de la manière dont est produit le produit, cette autorité va être saisie. Et la sanction qui est prévue, c'est que c'est 80% du budget de la pub plus d'autres sanctions. Donc, c'est quand même intéressant, ça, ce qui a été obtenu sur la question du greenwashing. Après, tout le reste, donc que ce soit les amendements sur la BPI, ils ont été jugés recevables. Toute l'alias sur la formation a été jugée recevable, alors qu'on sait très bien qu'il y a un enjeu très, très fort de formation des salariés, des métiers verts, pour que les entreprises puissent faire leur transition. Tout sur les emplois verts aussi, la subvention des emplois verts dans le secteur marchand et non marchand aussi a été jugée irrecevable. Et toute la partie sur l'éco-conditionnalité des aides, donc c'est-à-dire dans le cas où l'État est exposé notamment à un investissement, etc., où il doit demander une trajectoire ou un niveau minimum d'index, tout ça a été jugé aussi irrecevable parce que pour eux, ça sortait du cadre du projet de loi. Donc voilà un petit peu les premiers décryptages dont on pourra un peu discuter après pour savoir l'impact que ça peut avoir pour vous et pour vous donner plus d'informations sur la suite. La dernière chose qui n'est pas passée encore, qui va passer samedi, c'est la question des écocides. Donc, si ça m'intéresse certains, c'est pas encore passé. Donc, c'est un des derniers articles. Donc, les négociations auront lieu samedi et la négociation sur la loi climat, en tout cas la première lecture, s'arrêtera dimanche au plus tard. Voilà, peut-être que je donne la parole à Pierrick aussi pour que tu puisses nous parler aussi des amendements spécifiques que vous avez portés. Oui, bah merci Eva. Alors, donc nous, on n'a pas porté d'amendement particulier. Je voudrais expliquer un peu ce qu'on a fait. Nous, on a contacté, donc j'ai rencontré quelques députés, donc qui sont aussi présents dans la diapo que tu viens de présenter, Eva. Mais l'objectif pour nous, c'était pas forcément parce qu'en plus le mouvement le fait très bien, porter les amendements, mais c'était de leur montrer que c'était possible, en fait, et qu'il y avait des entreprises quelque part. Enfin, voilà, Biocop reste une petite entreprise par rapport au reste du monde, et donc montrer que, en fait, il y a déjà des entreprises qui font bien plus que ce qui est annoncé ou ce qui est envisagé dans la loi, et on voit bien qu'il y a des grands freins au changement, des grandes résistances au changement, et donc montrer que ces résistances, elles n'ont pas forcément lieu d'être à différents niveaux. Donc, il y a effectivement le vrac. Alors, nous, on aurait aimé que ça aille beaucoup plus loin. Je vais pas répéter, mais franchement, cette loi, elle a beaucoup d'incantations. C'est beaucoup de on va faire, on regarde à faire, on va réfléchir à. Après, il y a des premières pierres qui sont intéressantes, c'est-à-dire que on voit que il y a un petit changement culturel qui est en train de s'opérer, et c'est bien sûr largement insuffisant, mais bon, déjà que la loi se préoccupe du vrac, dit qu'il faut 20% de surface alimentaire, on voit déjà 20% de la surface de vente, pardon. On voit déjà les remous que ça fait, les transformations que ça peut engendrer. Alors, pas forcément pour la distribution, mais peut-être plus pour les marques qui utilisent leur packaging pour communiquer, par exemple. C'est vrai que c'est des changements assez profonds de transformation, même de stratégie d'entreprise. Nous, aujourd'hui, on est à 35%, on vise les 50%. Donc voilà, moi, j'ai porté l'idée que
20%, quand on parle de vrac, on parle évidemment des silos, mais on parle aussi des fruits et légumes, de la boucherie, de la boulangerie s'il y en a une. Donc, bon, dès qu'on met les fruits et légumes, 20% de surface de vente, c'est quand même pas grand-chose. Ensuite, sur la consigne, on est ravis que ça apparaisse. Après, là, il y a un petit flou quand même sur ce qu'il y a derrière la consigne. Nous, on aurait préféré le réemploi plutôt que la consigne, parce qu'on sent bien que pour les industriels du plastique, la consigne, c'est aussi le recyclage des bouteilles plastiques. Donc voilà, il y a un petit flou à cet endroit-là. Mais en tout cas, c'est pareil, ça a fait son apparition, donc c'est intéressant. Là, encore une fois, on a montré que nous, on relançait ça et qu'on était ravis de voir ça arriver. Et donc, l'idée, nous, c'est d'être présent dans un second temps. C'est-à-dire qu'une fois que la loi est passée, de pousser et de servir d'exemple dans différentes commissions parlementaires ou pour les députés qui auraient envie de faire bouger les choses encore plus dans les prochaines années. Après, moi, j'ai deux... Alors, évidemment, enfin, je vais aussi parler de ce qui ne va pas pour nous, en tout cas, hein, mais bon, la question des pesticides, c'est quand même une catastrophe que ça n'apparaisse toujours pas. Voilà, à mon avis, ce sera euh, le grand absent du bilan de Macron, quand même. Je pense politiquement, il fait une erreur monumentale, mais bon, ça le regarde. On verra combien on va payer aux prochaines élections présidentielles, mais c'est vraiment enfin, pour moi, c'est un échec, enfin, c'est un manque de vision politique criant. Voilà, donc, et c'est à peu près le cas pour beaucoup de choses hein, dans cette loi. Mais moi, j'ai alors, il y a une inquiétude forte, et je vais faire le lien entre le score carbone et les pesticides. La première inquiétude, c'est que en fait, le lobbying contraire, je vais dire ça, le lobbying inverse, est très puissant, et ils ont travaillé depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et nous, dans le bio, on est en train de le découvrir depuis décembre, en fait. Donc, il y a tout un travail avec Agribalise qui prend un seul angle, qui est la question des gaz à effet de serre. Et dans le monde enfin, dans l'agriculture, ils ont réussi à pousser l'idée que le conventionnel serait mieux disant en termes d'impact sur les gaz à effet de serre que la bio. Et donc, un impact comme ça, avec mono-indicateur, est hyper intéressant pour eux, parce que, alors, il y a eu un article dans Le Monde, il y a des choses qui ont montré que la base était biaisée, hein, que même scientifiquement, ça ne tenait pas la route. Évidemment, la bio a un impact positif sur les gaz à effet de serre, mais ils arrivent à faire ça, et en même temps, les pesticides, ça n'avance pas, et on voit monter en puissance le label HVE, qui lui autorise les pesticides, qui n'a rien de contraint, il n'apporte aucune contrainte, et qui permet dans un sens commun, en fait, d'arriver à un indicateur plutôt positif pour les pesticides et une banalisation de la bio versus HVE, et donc une réorientation. On voit arriver réorientation des subventions publiques vers la HVE. On commence à voir des grandes marques agro-industrielles communiquer sur bio et HVE sur le même packaging. Donc voilà, on sent quand même que depuis 18 mois, 2 ans, le terrain a été bien préparé, et que cette loi n'a pas été en tout cas, n'a pas été suffisamment courageuse pour se positionner vis-à-vis de ces différents lobbying. Et donc, va falloir qu'on hausse le ton. Je ne sais pas comment, mais nous, en tout cas, dans la bio, on est en train de se mobiliser beaucoup, mais on est vraiment en réaction, et c'est pas, voilà, c'est pas suffisant. Il faut qu'on soit beaucoup plus en amont, qu'on porte plus de choses. Voilà. Et la deuxième chose qui me perturbe un petit peu, et c'est que même dans des entreprises censées être progressistes sur ce terrain-là, sur le terrain des emballages, enfin, de l'écologie, je commence à entendre certaines disant ah, c'est déjà beaucoup, on nous en demande beaucoup, c'est beaucoup de contraintes, etc. Et là, moi, j'insiste vraiment sur ce point. On a vraiment besoin d'entreprises, parce que si on attend le politique pour bouger, on va attendre un long moment, je pense. Il y a la pression citoyenne, les jeunes dans la rue, etc. Elle va revenir, et je pense qu'elle va avoir un impact
essentiel et primordial. Et après, il y a les entreprises qui doivent pouvoir montrer, des entreprises qui doivent pouvoir montrer et démontrer que c'est possible de faire autrement. Voilà. Donc, moi, c'est un peu l'idée que je voulais un peu porter là, c'est comment on fait la preuve, nous, dans les entreprises au sein du mouvement, qu'on est capable de faire autrement, quoi. Voilà, pour mon petit point. Après, on est dans l'échange. Et du coup, juste avant de démarrer l'échange, juste un point qui était pas, que j'ai pas précisé, c'est que vous avez pu voir qu'effectivement, il y a, donc, sur la question de l'intégration des critères sociaux sur les marchés publics, il y a un amendement qui intègre les critères sociaux au même niveau que les critères environnementaux. Donc ça a été proposé contre l'avis du gouvernement, mais il y a peu de chances pour que ce soit retoqué. Par contre, il y a un autre amendement qui est passé disant que du coup 5% de tous les marchés publics devront être réservés à des entreprises ESUS. Donc c'est un super amendement qui a été aussi validé contre l'avis du gouvernement. Et là, ils sont en train d'analyser la compatibilité ou non de cet amendement avec le droit européen. Parce que mettre des pourcentages de priorisation sur les marchés publics, du coup, c'est pas autorisé à la base. Donc, c'est un super moment, on est hyper content, mais il faut quand même attendre effectivement d'avoir le retour de l'Europe pour voir si cet amendement va pas être retoqué par la suite. Moi, je voulais juste préciser ça pour que vous ayez toutes les informations. Donc voilà. On peut passer à la discussion, aux questions, tout ça. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir échanger très tranquillement et de manière fluide, en repartant de vos questions, mais peut-être aussi de vos actions, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont aussi mis en place des actions, qui ont travaillé sur des propositions. Donc maintenant, un peu à vos questions, réflexions, vous pouvez prendre la parole juste en levant la main, si vous savez lever la main sur Zoom, ou alors demander dans le chat.